Bonsoir à tous. Vos deux rendez-vous à suivre sur Public Sénat, bien sûr le 18h, avec cette question. Le débat sur l'identité nationale aura-t-il servi à quelque chose? Face à face, l'écrivain d'origine camerounaise Gaston Kelman, conseiller d'Éric Besson, et l'historien Olivier Lecourt-Grandmaison, opposé lui au principe même de ce débat. Au sommaire également les régionales, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, où nous emmènera toute la semaine Pierre Bonte-Joseph. À 18h30, le documentaire du lundi consacré aux salariés floués de l'usine Samsonite à Hénin-Beaumont dans le Pas-de-Calais. On leur avait promis il y a quelques années un repreneur. Rien ni personne n'est venu. Tout de suite le journal. Le 18h, toute l'actualité politique et parlementaire au sommaire de l'édition de ce lundi 8 février. François Fillon réaffirme le bien fondé du débat sur l'identité nationale au terme d'un séminaire gouvernemental d'où ressort quelques mesures. La déclaration des droits de l'homme et du citoyen sera par exemple affichée dans toutes les classes. Poursuite du bras de fer entre les enseignants de Vitry-sur-Seine et le ministre Luc Châtel. Toujours pas de reprise des cours en l'absence de renforts jugés suffisants de surveillants. L'euro, toujours sur la corde raide, semblait aujourd'hui avoir enrayé sa désescalade face au dollar. La gravité des déficits publics demeure dans plusieurs pays. L'Union européenne cherche donc une riposte solidaire. L'analyse de notre invité, l'économiste Philippe de Sertine. Image symbolique cet après-midi, François Fillon justifiant le débat sur l'identité nationale et semblant se porter au secours du ministre Éric Besson, figurant silencieux à son côté, au terme d'un séminaire gouvernemental se voulant une étape dans le débat controversé. Et avant l'intervention du chef de l'État renvoyée en avril, le Premier ministre a annoncé qu'une commission réunissant des intellectuels et des historiens, également des parlementaires, allait être composée, manière de donner du lustre à un débat censé se poursuivre. François Fillon. Je trouve que d'une certaine manière, le débat que Éric Besson a organisé a été exemplaire. Au regard de beaucoup de ce que je lis depuis longtemps sur ces sujets, ce débat a été exemplaire. Il y a eu quelques dérapages que j'ai d'ailleurs récemment à l'Assemblée nationale condamnés, quelles que soient les origines de ces dérapages. Mais pour l'essentiel, les réunions qui ont été organisées ont été des réunions qui ont permis un vrai débat. Et si c'était à refaire, eh bien, nous referions les choses de la même manière. Je crois qu'il n'y a pas à regretter la façon dont ce débat a été organisé. Et le Premier ministre dégrainait plusieurs mesures plutôt consensuelles, comme la généralisation des cérémonies accompagnant l'accès à la nationalité française, ou encore l'apprentissage du français réservé aux parents étrangers, comme cela d'ailleurs se passe déjà. Un exemple dans le 10e arrondissement de Paris, Julie Trassard. Regardez comme on parle encore de 14h30, la classe commence. Au programme aujourd'hui, la présentation d'un livre d'histoire. Dans la salle, des parents d'origine étrangère qui veulent pouvoir être des parents d'élèves comme les autres. Quand on a des enfants au collège, à l'école, il y a des termes. Et si on ne les connaît pas, on ne comprend pas les consignes. Donc mon but, c'était de faire comprendre ces consignes-là. 40% d'élèves de ce collège sont de nationalité étrangère et la plupart d'entre eux ne parlent pas français à la maison. Difficile dans ces conditions de trouver de l'aide pour faire ses devoirs. C'est pour cela que Sousso Chiata, d'origine égyptienne, vient chaque semaine, encouragée par sa toute jeune fille. Elle a dit, maman, tu parles avec moi français? J'ai dit oui, je l'ai dit oui. Après, Inch'Allah. 2 fois 2 heures par semaine pour apprendre le français, mais pas seulement. Ici, les parents se familiarisent aussi avec la culture française, un peu d'histoire, le code de la route ou encore le système scolaire. Le but de l'opération, c'est de rendre l'école plus visible, de leur permettre de rentrer dans l'école, d'en comprendre le fonctionnement. Parce que souvent au collège, et encore plus chez les parents non francophones, eh bien, ils s'arrêtent à la porte du collège. Des parents mieux intégrés et donc plus responsables. Dans ce collège, ça marche. Quand l'initiative a commencé en 2008, ils étaient 2 inscrits. Aujourd'hui, ils sont une quinzaine. Grâce aux bouche à oreille, de nouveaux parents parviennent à surmonter leur peur.
et franchissent la porte de l'école. Sur l'identité nationale, le séminaire du jour, à suivre le commentaire de Dominique de Montvalon et puis un débat qui s'annonce très controversé entre Gaston Kellmann, conseiller d'Éric Besson, et Olivier Lecourt, grand-maison, historien opposé au principe même de ce débat. Pour le porte-parole du Parti socialiste, Benoît Hamon, ce séminaire gouvernemental aujourd'hui est une diversion destinée à faire oublier le grand tour de vis social qui se prépare pour l'après-régional. 6 jours après l'agression au couteau d'un élève de 14 ans par une bande extérieure à l'établissement, les enseignants du lycée Adolphe Chériot de Vitry-sur-Seine maintiennent leur refus de reprendre les cours. Ils ont même décidé demain de se rendre au ministère de l'Éducation nationale pour tenter de rencontrer Luc Châtel, Lise Pressac. Le recteur de l'Académie de Créteil campe sur ses positions. 3 postes de surveillance supplémentaires et 6 médiateurs de la vie scolaire pour le lycée Adolphe Chériot de Vitry-sur-Seine. Pas une personne de plus. La proposition que j'avais faite est maintenue. Ça conduit à avoir 9 adultes supplémentaires dans l'établissement. C'est un effort exceptionnel et fait de manière exceptionnelle compte tenu de la situation très particulière de ce campus. Pour les enseignants, on est très loin du compte. Ils demandent le doublement du nombre de surveillants. Actuellement, ils ne sont que 11 pour 1500 élèves. Selon ces lycéens, ce ne sont pas 3 postes de plus qui régleront le problème. Je suis pire que déçu même, je suis vexé parce qu'ils nous disent nous entendre, mais bon, pour l'instant ils font rien quoi. Lycéens et enseignants comptent poursuivre le mouvement et contrairement à ce que dit leur ministre Luc Châtel, ils ne sont pas en grève. On est très ferme là-dessus, on n'est pas en situation de grève, on est en situation de droit de retrait. La différence, c'est que depuis vendredi, les enseignants sont considérés en grève, donc non rémunérés. Mais payés ou non, ils ont bien l'intention de ne pas relâcher la pression. Un contact a été établi avec les ravisseurs des 2 journalistes de France 3 enlevés en Afghanistan, a fait savoir aujourd'hui Bernard Kouchner, sans autre précision sur la nature d'éventuelles négociations. Les grandes scènes de la révolution orange, il y a 6 ans en Ukraine, appartiennent au passé. Le candidat pro-russe Viktor Yanukovych sort victorieux de l'élection présidentielle d'hier. Scrutin jugé honnête et transparent par les observateurs internationaux. Son opposante, Yulia Tymoshenko, n'a pas encore concédé sa défaite, mais on assiste bel et bien au retour de l'axe Kiev-Moscou, comme l'explique le spécialiste Arnaud Kalika. Yushchenko, c'est l'homme de la révolution orange. C'est lui qui a essayé de faire basculer l'Ukraine un peu plus vers l'ouest. Avec Yanukovych, je ne vais pas dire que c'est un retour en arrière, parce que ce serait faux, mais c'est un retour à ce qu'est une partie de l'Ukraine, c'est-à-dire l'ancienne Russie. Il faut se souvenir que Ukraine en russe, ça veut dire petite Russie. Donc, perçu par Moscou, ça doit être un juste retour des choses. Pour les Européens, c'est quand même un échec. Propos recueillis par Lise Pressac. L'État russe a acheté aujourd'hui à Paris le siège de Météo France pour 60 millions d'euros, un bon prix, disent les autorités françaises. Il s'agit d'un bâtiment de plus de 8000 mètres carrés sur les quais de la Seine. Les employés de Météo France vont devoir déménager en banlieue parisienne, à Saint-Mandé précisément. Leur ancien siège près de la Tour Eiffel sera transformé, apprend-on, auprès de l'ambassade russe à Paris, en un centre spirituel et culturel. Cette nouvelle opération s'inscrit dans le programme de cessions immobilières engagé par l'État depuis quelques années. La suite du 18h. À quoi donc aura servi le débat sur l'identité nationale ? Oui ou non, aura-t-il servi à quelque chose ce débat donc qui va se poursuivre sur François Fillon sous d'autres formes en tous les cas, puisque les historiens, les parlementaires sont appelés à la rescousse pour former une commission. Dominique de Montvalon, bonsoir. Bonsoir. L'image était parlante tout à l'heure, au micro donc François Fillon, on le voit, et à ses côtés, silencieux mais bien présent à l'image, Éric Besson. Oui, l'objectif de François Fillon était double, ne faire perdre la face à personne et surtout pas au ministre de l'immigration et de l'identité nationale un peu en difficulté actuellement. Et par ailleurs, objectif central, recadrer un débat qui avait permis quelques dérapages, pas trop, dit le Premier ministre, mais quand même, et qui flottait un peu dans l'air. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un recadrage ou bien d'un enterrement de première classe ? Écoutez, la suite le dira. Au minimum d'un recadrage républicain. Si vous voulez, dans le propos liminaire du Premier ministre, ce qui était frappant, c'est les mots qui n'y figuraient pas et qu'on entendait beaucoup ces dernières semaines. Je dirais islam, voile, burqa, etc. En revanche, ce qui était présent, c'était des mots
qu'on avait peut-être trop attendu, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire, c'est instruction civique, éducation, vivre ensemble. Et puis un mot qui revenait beaucoup et qu'aime bien le Premier ministre, disciple de Philippe Séguin, c'est le mot République. Ils n'en ont pas le monopole, mais ce sont des mots auxquels ils sont attachés. Donc une opération recadrage avec la volonté d'expliquer que tout ça est complètement cohérent, mais il s'agit bel et bien, sinon d'un coup d'arrêt, en tout cas d'une opération recadrage. Merci Dominique. Avec nous donc l'écrivain d'origine camerounaise, Gaston Kelman. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes depuis quelques mois conseiller d'Éric Besson. Et avec nous également, et en face de vous, l'historien Olivier Lecourt-Grandmaison. Vous êtes donc, je le rappelais, opposé au principe même de ce débat. Est-ce que, selon vous, les mesures annoncées aujourd'hui justifient le débat de ces derniers mois? Gaston Kelman, des mesures plutôt consensuelles, on l'a rappelé dans le journal. Je pense tant mieux. Nous n'attendions pas à ce que les mesures soient révolutionnaires ou bien qu'elles soient en opposition à ce que d'autres pensaient. Si les gens sont d'accord avec ces mesures, ce n'est qu'une bonne chose. Et moi, je pense que le débat, c'était vraiment quelque chose d'essentiel dans notre France d'aujourd'hui, parce que des tas de questions se posent et les gens ont envie qu'à un moment donné, on s'asseye et qu'on en parle. Les questions se posent. La question, c'était qu'est-ce être français? Oui, qu'est-ce être français? Et j'ai eu la chance déjà de participer au livre qui avait été commandité par l'Institut Montaigne. Je n'imagine pas que l'Institut Montaigne soit classé, je veux dire, réactionnaire, pour qu'il y a 2 ans en amont, il nous ait demandé à une vingtaine de Français de participer à ce débat que lui, il a engagé à sa manière. 2 ans après, le gouvernement, lui aussi, trouve qu'il peut engager ce débat. Je trouve pas qu'il soit plus pernicieux quand c'est l'un qui l'engage plutôt que l'autre. Olivier Lecourt-Grandmaison, votre sentiment, vous, en ce jour d'étape avec ce séminaire gouvernemental, François Fillon a répété, il l'a quand même répété, même si peut-être qu'il manquait de conviction, je ne sais pas, chacun pourra juger, a répété que le débat était légitime et nécessaire. Moi, j'ai une appréciation différente, y compris d'ailleurs sur le déroulé même de ce débat, dans la mesure où je pense qu'en fait de débat, on a eu affaire à une sorte de gigantesque mise en scène, contrôlée de haut en bas par l'administration, le ministre, d'une part, les préfets et les sous-préfets aux ordres, plus quelques censeurs chargés de contrôler que le site internet du ministère ne soit pas pollué par des interventions intempestives. Je vois vraiment pas la même base. En ce qui me le débat est légitime ou ne l'est pas. La je forme, ne vois pas que ce débat mérite un tel nom. Et deuxièmement, comme aurait dit le général de Gaulle, ça donne un peu l'impression d'un gigantesque machin qui accouche de quelques mesurettes qui ne sont absolument pas à la hauteur de la crise prétendue et appelé par ce débat. S'il s'agit d'afficher dans les écoles la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, il est dommage que ça ne soit pas le cas avant. Deuxièmement, je ne vois pas très bien en quoi ça a à voir avec l'identité nationale, parce que les principes même de la Déclaration des droits de l'homme ne sont pas directement nationaux. Mais évidemment, je pense que pour certaines personnes, c'est acquis que être français, c'est acquis. Mais imaginez-vous qu'il y a des millions de Français pour qui c'est pas acquis. Moi, quand on me demande dans la rue, quand j'entends des jeunes de mes origines dire, si les vrais Français pensent que j'ai envie de leur dire, asseyez-vous les petits, vous êtes vrais Français autant qu'un autre. Quand j'entends les gens qui me demandent toutes les 20 mètres, monsieur, vous êtes d'où? Parce que je n'ai pas un phénotype breton ou bourguignon, alors que je me revendique de l'authenticité bourguignonne, entre guillemets, j'ai envie qu'on s'asseye un jour et qu'on se pose la question. Moi, je suis gêné par la burqa, je le dis. Je ne comprends pas qu'un débat sur les minarets en Suisse vienne nous polluer le débat et que d'aucuns pensent que le débat n'a pas de raison d'être parce qu'il y aura eu des dérapages. Il y en aura toujours. Quel que soit le débat, quel que soit... Alors, oui, je veux dire qu'on parle... Vous êtes écrivain, vous aimez le politiquement incorrect, vous l'avez montré dans vos ouvrages, mais est-ce que le politiquement incorrect peut passer la barrière du débat public national ? Je pense qu'il y a un débat. Je pense pas que ce soit politiquement incorrect, par exemple, de dire que je suis bourguignon. Je le constate. C'est un constat pour moi, tout simplement. Vous n'avez pas allusion à ça. Ça aussi. Et donc, à partir du moment où je pense qu'un débat, nous en avons besoin. Une bonne partie de la France profonde en a besoin aujourd'hui, parce qu'il y en a qui se sentent un peu débordés et d'autres qui ne se sentent pas bien accueillis, ce qui n'est pas vrai. La France est un pays qui est loin de tout racisme. Ça, je l'ai toujours dit. Et ça, c'est vrai. Sur la question des dérapages, je crois qu'il faut faire aussi également attention à ce qu'on dit. Parce
parce que les dérapages, ils n'ont pas simplement eu lieu dans la France d'en bas, comme le disent certains. Il faut rappeler tout de même un certain nombre de plaisanteries, ou en tout cas une plaisanterie de fort mauvais goût de Brice Hortefeux sur les Auvergnats, quelques déclarations de ministres et de responsables politiques de la majorité sur les jeunes, les casquettes à l'envers, le verlan et l'islam. Et je crois que l'une des conséquences, entre autres, de ces débats, c'est d'avoir permis un certain nombre de discours tenus... Vous ne mentionnez pas Georges Frêche. Et Georges Frêche, absolument. C'est d'avoir permis l'expression publique, mais y compris au sommet de l'État, d'un certain nombre de déclarations qui me semblent ouvertement, dans certains cas, xénophobes et islamophobes. Et par ailleurs, relativement au bilan, c'est sans doute ce qui explique le séminaire actuel, les sondages sont absolument catastrophiques du point de vue... On a une question, tiens, le nouvelobs.com, notre partenaire a posé la question, on va voir tout de suite le résultat. Est-ce que vous estimez que ce débat a été positif ou non? Regardez, eh bien négatif, 83%, positif 12% seulement. Gaston Kellmann, malgré la passion que vous y mettez et la générosité de vos propos, il y a encore du chemin à parcourir pour convaincre. Hein. J'en suis entièrement convaincu, c'est pourquoi je me lance dans le débat. C'est pourquoi je me lance dans le débat. Et moi je suis content. Il y a Cohn-Bendit qui disait il y a quelques années, ce que Mitterrand a fait de bien en faisant émerger le Front National, c'est qu'on sait au moins quelle est l'étendue de la xénophobie. Maintenant, que les gens se soient exprimés, qu'ils aient dit des choses. Pourquoi voulez-vous qu'ils s'étouffent en pensant ce qu'ils pensent? Moi, je voudrais que les gens s'expriment. Au moins, là, on peut apporter une solution. Votre vis-à-vis, Gaston Kellmann, Olivier Lecourt, Grand Maison, anime le réseau Terra, hein, qui est regroupe... à la fois scientifique qui réunit des universitaires et des chercheurs, et un réseau militant d'information. Voilà, un réseau militant contre ce débat, mais vous dénoncez également, j'ai vu, une xénophobie d'État. Ah oui, mais est-ce qu'elle s'est exprimée à l'occasion de ce débat pour vous? Elle s'est exprimée antérieurement à travers un certain nombre de déclarations de Brice Hortefeux à l'Assemblée nationale. Je précise très rapidement ce que signifie l'expression. Nous considérons que xénophobe, tout discours, déclaration, acte qui font de l'étranger une menace pour les comptes de la sécurité sociale, l'ordre public par exemple, et xénophobie d'État dans la mesure où ces discours sont aujourd'hui articulés à une véritable politique publique qui prend la forme d'un plan quinquennal d'expulsion sur 5 ans où chacun sait à travers une lettre de mission adressée par le Premier ministre à Éric Besson où sont fixés un certain nombre de chiffres d'expulsion à atteindre. Je ne vois pas le rapport entre l'identité nationale et l'expulsion des sans-papiers. Justement, nous ne souhaitons pas justement que ce soit mélangé. Moi, je ne suis pas là. Ma problématique, là, ce n'est pas le sans-papier. J'ai toutes les générosités que vous pouvez imaginer. Le cas des sans-papiers m'interpelle comme quelqu'un d'autre. Mais quand on parle de l'identité nationale, ce que j'aurais reproché, c'est que le mot immigration soit même venu une seule fois dans le débat sur l'identité nationale, pas l'inverse. Cher monsieur, c'est pas moi qui suis conseiller du ministre qui est en charge de ce ministère au nom abracadabrantesque qui mêle à la fois l'identité nationale, l'intégration et l'immigration. Et donc, qui institutionnalise un discours selon lequel l'immigration serait une menace pour l'identité américaine. Pour ne citer que ces deux-là, elles sont fondées sur l'immigration. Elles sont fondées sur l'immigration. Alors que le même ministère est le même, un intitulé qui comprend toutes ces composantes, ce n'est que normal. Parce que l'identité française c'est fait depuis les Ostrogoths, les Anacolutes, les Visigoths, et c'est fait sur l'apport des gens qui venaient d'un peu partout. Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas qu'aujourd'hui, on puisse dire aussi que ça continue? Voilà, et par contre, débat se poursuivra, on verra sous quelle forme, et on verra véritablement s'il a autant d'ampleur que ces derniers mois. On attend en tous les cas l'intervention du chef de l'État, mais ce sera pour l'après-régional. Donc François Fillon l'a annoncé en confidence, Nicolas Sarkozy s'exprimera au mois d'avril. Merci, messieurs. Séquence à suivre sur Public Sénat dans le 18h, décodage. L'euro chahuté, vous le savez, en raison des difficultés financières et budgétaires de plusieurs pays du Sud, notamment la Grèce, le Portugal et l'Espagne. La monnaie commune a repris un peu de terrain aujourd'hui face au dollar, mais peut-elle être remise en cause? Élément de réponse avec Sophie Normand, avant d'accueillir notre invité. L'euro est en pleine tourmente. En jeu, la crédibilité d'une monnaie unique utilisée par des pays dont les économies ne reposent pas sur les mêmes fondements. Les risques sont en effet différents, tout comme les coûts de production et le commerce extérieur. Aujourd'hui, la devise européenne est attaquée. Il y a deux événements qui se conjuguent. D'une part, l'accumulation des dettes des États qui vont demander plusieurs centaines de milliards de dollars au marché financier au cours de l'année 2010. Et d'autre part, le fait que depuis sa création il y a 11 ans, la zone euro n'est pas une zone monétaire optimale au sens de la théorie économique. Nous assistons à une divergence des performances économiques plutôt qu'à une convergence. Donc l'euro est fragilisé par l'absence de gouvernement économique et par l'absence de ce qu'on appelle le fédéralisme fiscal.
Crise passagère ou mouvement de fonds, les marchés s'interrogent sur la capacité des gouvernements à rembourser leurs emprunts. L'union monétaire résistera-t-elle à la tourmente? C'est aussi la contagion dans la zone euro qui est à craindre. La France pourrait être touchée. Si le maillon faible grec est attaqué, ensuite ce sera le maillon espagnol. Le Portugal joue un rôle secondaire, mais dès que l'Espagne est attaquée, nous sommes juste derrière parce que nous avons une dette publique qui va bientôt atteindre 90 points de PIB. Nous avons un déficit public très élevé et donc très certainement nous assisterons à une augmentation du coût de financement de la dette publique en France au cours de l'année 2010. Les emprunts français restent toutefois parmi les mieux notés du monde et les plus recherchés par les banques et les assurances. Voilà, avec nous donc Philippe de Sertine, bonsoir. Vous êtes économiste et directeur de l'Institut de haute finance. Comment est-ce que vous jugez d'abord cette crise actuelle de l'euro? Bien sûr, gravissime. Je crois oui vraiment qu'on est dans le prolongement de la crise économique que nous avons connue. L'origine de la crise, il faut toujours le rappeler, était la masse de dettes privées qui existait dans l'économie. Cette dette privée qui était en difficulté était garantie par des dettes publiques. Donc la dette n'a pas disparu. Aujourd'hui, nous nous trouvons toujours avec cette immense dette à laquelle nous devons faire face et qui cause les difficultés d'un certain nombre de pays. Mais c'est la poursuite de la crise ou c'est une nouvelle crise d'ampleur peut-être inédite qui s'ouvre? Non, je crois que c'est une mutation comme un peu un virus, vous voyez, qui est en train de muter. C'est-à-dire qu'on avait d'abord le risque de défaut des personnes privées, des grands emprunteurs privés. Aujourd'hui, ce risque de défaut, il a été repris par les États et les États sont eux-mêmes maintenant en première ligne. Un certain nombre d'entre eux sont en difficulté et peut-être, en effet, la liste n'est pas terminée. Est-ce qu'il y a un effet domino? Parce que finalement, les États ont dû sortir beaucoup d'argent pour épargner leur pays, les protéger de cette crise économique, la première crise que vous évoquez. Est-ce que d'une certaine façon, les États se retrouvent piégés par la crise précédente aujourd'hui? Alors aujourd'hui, ils ne sont pas encore piégés. En revanche, quand on évoque l'effet domino, évidemment, nous pouvons avoir, comme lorsque nous avons eu par exemple la faillite d'une grande banque, Lehman Brothers, qui a suffi à mettre en péril l'ensemble du système économique mondial, il est évident que là, si nous avons des grands acteurs vraiment en difficulté, et plus que la Grèce ou le Portugal, on pense surtout à l'Espagne, là, bien entendu, ça peut avoir des conséquences qui seraient très embêtantes pour l'ensemble du système financier mondial, pas uniquement pour ces États. Avec les interrogations légitimes sur la solidarité européenne qui doit s'exprimer pour protéger la monnaie commune. Mais je voudrais revenir sur les attaques qui visent l'euro aujourd'hui. On parle de la spéculation qui viendrait par exemple des États-Unis. Vous avez des informations là-dessus? On cite une grande banque d'affaires, toujours la même, on cite des hedge funds. Qu'en dites-vous? Qu'en savez-vous? D'abord, oui, il n'y a absolument aucun doute que depuis quelques jours, et on va dire pratiquement depuis la baisse de notation de la Grèce, mais encore plus depuis les annonces de difficultés du Portugal et de l'Espagne, nous avons des actions, on va dire, offensives contre l'euro, c'est-à-dire très clairement un certain nombre d'opérateurs financiers qui jugent que nous avons une situation fragile, que pour le moment il n'y a pas encore de réponse et de réponses cohérentes, notamment des autres grands États européens ou de la BCE, et que par conséquent, ils essaient d'en profiter au maximum. Nous avons en effet aujourd'hui ce qui se passe toujours dans le monde financier, dans le monde économique, c'est-à-dire l'accentuation des points faibles d'un acteur économique, en l'occurrence de l'ensemble de la zone euro. Très bien. Donc les spéculateurs ont leur part de responsabilité, mais d'abord la responsabilité incombe aux États qui n'ont pas su prendre les bonnes mesures économiques et laisser filer leur déficit et leur dette. Je crois qu'il faut faire attention avec les expressions. Les spéculateurs, en l'occurrence, ne créent pas la difficulté. Ils profitent de la situation. Ils amplifient la situation, ils accélèrent, on va dire, la mise en position en difficulté, mais ils n'ont pas une véritable responsabilité à la base. Et là, je crois toujours se méfier. Il y a une responsabilité individuelle des États, vous l'avez dit, donc les pays du Sud pour l'instant. Est-ce qu'il y a une responsabilité collective de l'Europe? Est-ce qu'il y a eu un certain nombre de manquements dans la gestion et l'approche de la monnaie commune? Je crois qu'autour de cette crise en général, et en particulier autour de cette question aujourd'hui des problèmes de l'Europe, se pose sans cesse en effet la question des sanctions de ceux qui, à un moment donné, dévient de ce qui devrait être la règle. L'Europe a fonctionné, l'euro a fonctionné sans cesse avec un certain nombre de règles, mais qui finalement n'étaient pas réellement sanctionnées lorsqu'elles n'étaient pas correctement appliquées. Aujourd'hui, oui, on peut considérer que le premier problème de l'Europe, c'est celui-là. Le deuxième, évidemment, est la définition d'une politique commune, d'une réflexion globale qui permettrait véritablement soit de répondre aux problèmes posés, soit encore même de les avoir anticipés dans la période antérieure ou dans la période future. Alors si on pense à Bruxelles, il y a eu beaucoup de rappels à l'ordre vis-à-vis de la France ces derniers mois pour ses déficits, sa dette gigantesque, 1600 milliards d'euros. Est-ce que la France est coupable et est en danger dans cette affaire-là?
Plusieurs choses. La France est coupable, en tout cas oui, la France est coupable de sortir des grands éléments que nous avait donnés du point de vue de la constitution de l'euro, en particulier du traité de Maastricht, même si Bruxelles a considéré que la situation était suffisamment extraordinaire pour que l'on considère que les grands États, et en particulier la France, pouvaient prendre quelques libertés temporaires avec les obligations de Maastricht. Est-ce que la France peut être victime demain? Il est évident que la France, comme l'Allemagne, en tant que grand pays supportant l'euro, va devoir intégrer dans sa propre politique et dans sa propre logique les difficultés de ces États plus faibles, plus petits, et donc qui risquent d'avoir des conséquences sur notre politique intérieure. Très bien, à suivre donc. Hein. Merci Philippe de Sertine. Au moins quand même une bonne nouvelle, avec un euro plus faible, eh bien les exportateurs se frottent un peu les mains, même si c'est une baisse de la monnaie qui est obtenue dans de mauvaises conditions. Merci. Notre page spéciale régionale maintenant. Nous allons en PACA. Nous partons donc pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Tout au long de la semaine, on regarde la carte de la région avec un paradoxe. La droite domine les départements de la Provence, Alpes, Côte d'Azur, quand la gauche dirige la région avec Michel Vauzel, candidat socialiste à un 3e mandat. Le point sur les forces politiques qui s'affrontent, Pierre Bonde-Joseph. Jour de marché, jour de campagne pour Michel Vauzel. Je fais le marché d'Arles tous les samedis. C'est le moment où tout le monde se retrouve. Et par conséquent, s'il y a une chose qu'on ne peut pas dire, c'est « Ah, c'est les élections, il est sur le marché ». Président du conseil régional depuis 12 ans, Michel Vauzel brigue un 3e mandat. Un mot gentil pour chacun, une allure bonhomme. Ses attaques, il les réserve à Nicolas Sarkozy. Quand je vois certains de mes adversaires dans cette élection dire on veut faire dans cette région le même changement que Sarkozy en France, je dis surtout pas. Parce que si c'est le chômage, avec les délocalisations, c'est le logement, c'est la baisse du pouvoir d'achat. Donc il faut qu'au moins dans cette région, on essaye de préserver les vieilles valeurs républicaines de solidarité et de développement économique. En Provence-Alpes-Côte d'Azur, la campagne des élections régionales a des petits airs de scrutin national. Changement de décor, changement d'ambiance. Thierry Mariani inaugure ses locaux. Derrière le candidat UMP, toute la droite locale fait front. Sécurité, emploi, ouverture à l'opposition, les thèmes et la méthode ne sont pas sans rappeler celle du candidat de la rupture, Nicolas Sarkozy. On a un gouvernement qu'on soutient sans aucune hésitation. Et j'allais dire, on part à cette bataille convaincu et déterminé qu'on peut effectivement changer le sort de cette région. Nicolas Sarkozy l'a dit, la Provence-Alpes-Côte d'Azur est gagnable. Alors l'UMP, déjà majoritaire et à la tête de villes comme Marseille, Nice, Cannes, Toulon, aimerait ravir à la gauche le seul échelon qui lui échappe. Mais il faudra compter sur le Front National, décidé à remobiliser son électorat. Jean-Marie Le Pen, dont c'est peut-être la dernière campagne, muscle encore un peu plus son discours. À l'occasion de l'arrivée en Corse de 174 immigrés clandestins délinquants, ils ont dit en arrivant « mais nous savons qu'on ne peut pas nous expulser, que nous resterons ici ». D'ailleurs, vous avez pu voir que nous avons amené beaucoup de nos enfants, et puis nous avons amené aussi des dames qui vont pondre en vertu du droit du sol. Un billet de 50 € est égal à un charter. Un Front National qui se verrait bien au second tour jouer les troubles faits, un rôle dont il a l'habitude. Si la droite devra compter avec son extrême, la gauche devra sans nul doute faire attention au vert. Laurence Wiśniewski, ex-magistrate et candidate dans le Var, et centre son discours sur les problèmes régionaux, laissés libres par les autres candidats. De dire qu'on est président de la République, par exemple, ça ne répond pas aux soucis quotidiens des usagers des TER en PACA, ça ne répond pas aux ménages qui habitent dans des logements qui ne sont pas isolés, qui doivent régler des factures d'énergie considérables, ça ne répond pas au bétonnage de notre littoral. Fort de ses 16% aux dernières élections européennes, cette fois-ci Europe Écologie a décidé de partir seul. Il y a 6 ans, les Verts faisaient partie de l'Alliance de l'Olivier de Michel Vauzel. À coup sûr, la prochaine majorité régionale, quelle qu'elle soit, sera moins écrasante.
Voilà avec nous Pierre Bonte-Joseph qui signe ce reportage. Bonsoir Pierre, on évoquait tout à l'heure les dérapages des débats de l'identité nationale. On s'aperçoit à travers ce que vous avez saisi sur le vif qu'ils sont monnaie courante lors des meetings de Jean-Marie Le Pen. Est-ce que ça traduit un climat assez tendu au cours de cette campagne des régionales dans la région? Écoutez, en tout cas, ça montre bien que Jean-Marie Le Pen est toujours là et qu'il a l'intention que cette vieille marotte, selon laquelle on préfère toujours l'original à la copie, fonctionne encore. Vraisemblablement, il y aura une triangulaire en PACA, ce que redoute la droite, qui a mis du temps à s'organiser, puisque Hubert Falco, un temps, maire de Toulon, secrétaire d'État aux anciens combattants, était donné candidat. Et puis finalement, c'est Thierry Mariani, député du Vaucluse, qui a relevé le gant. Il aura quand même beaucoup de mal. Vous me disiez que vous avez constaté en fait que ce sont les grands enjeux nationaux qui dominent cette campagne régionale en PACA. Ce qui est déroutant, Michel, vous l'avez dit, c'est que quand on suit un peu ces élections de près, les candidats s'adressent aux électeurs comme lors d'une élection nationale. Pourtant, les sujets locaux existent. Vous le verrez tout au long de la semaine. J'ai fait plus de 1000 km en PACA. Par exemple, on parlera de l'enclavement. Le littoral est saturé, mais les Alpes, elles, tournent presque à vide. C'est un sanctuaire aux grandes dames de certains. On parlera aussi des TER, qu'on appelle là-bas les trains de la galère. 16 000 trains, Michel, annulés l'année dernière. Un dernier mot quand même. Les gagnants de ce scrutin auront fort à faire, puisque chaque année, la région PACA gagne 40 000 habitants supplémentaires. Tout le monde veut habiter dans le sud, c'est bien connu. Pierre Bonte-Joseph, merci. À demain donc pour un nouveau reportage. À 22h, le journal avec Sonia Mabrouk. À suivre sur Public Sénat, le documentaire du lundi, je vous le disais tout à l'heure, consacré aux salariés de l'entreprise Samsonite à Hénin-Beaumont qui attendaient un repreneur et qui n'ont vu arriver personne. Bonsoir à tous. Quand il est arrivé à la tête d'Eurotunnel, c'était pas franchement gagné. Il faut dire que depuis le début, le consortium n'avait navigué qu'entre galères et psychodrames en tout genre. Affable, mais inflexible quand il s'agit des intérêts de la société dont il a la charge, Jacques Gounon a mis au pas créanciers trop gourmands et pouvoir public trop prégnant. Aujourd'hui, Eurotunnel est une entreprise comme les autres, ou presque. Jacques Gounon sera mon invité dans Leader sur Public Sénat. Leader, l'économie par ceux qui la font, présenté par Gérard Bonos. C'est mercredi à 22h30 sur Public Sénat. C'est sans doute l'une des questions les plus dérangeantes, les plus intimes et les plus tabous de la société française. Cette question, c'est le suicide. 13 000 personnes en sont victimes chaque année en France et 200 000 tentent